Bonjour à tous, merci de nous recevoir et de nous rejoindre pour ces états généraux de la rhumatologie en virtuel avec aujourd'hui la saison 2, la pratique libérale de la rhumatologie. L'épisode 1 c'est sur les plateaux techniques en rhumatologie en compagnie de mon ami Bernard Morand. Bonjour Bernard. Bonjour Christian. Donc, je vous remercie à tous, mais je remercie également nos partenaires sans qui cela ne serait pas possible, et partenaires que vous pouvez rejoindre sur la page dédiée sur le site et pour avoir davantage d'informations, mais nous en reparlerons. Eh bien Bernard, c'est à toi. Donc, ces plateaux techniques, d'abord une définition rapide. Ça comprend les lieux et équipements qui permettent de réaliser donc, des actes diagnostiques autant que thérapeutiques. Je vous rappelle que notre spécialité est médico-technique, c'est-à-dire que 50% de notre activité concerne des actes techniques et 50% des actes cliniques. En actes cliniques, c'est-à-dire les consultations. Bien entendu, ceci est très variable d'un rhumatologue à l'autre. À temps égal, comme vous le savez tous, en médecine libérale, les actes techniques sont d'ordinaire mieux rémunérés, voire beaucoup mieux rémunérés que les actes cliniques de consultation. La CCM, qui date maintenant de 2005, a accentué ce différentiel. Pourquoi faire ces plateaux techniques? Eh bien, des infiltrations, qui est le geste caractéristique des rhumatologues, mais également de la radiologie diagnostique, voire interventionnelle, de l'ostéodensitométrie, de l'échographie à visée diagnostique, interventionnelle ou pour écho-repérage, des tractions vertébrales, des électromyographies, des concentrés plaquettaires, et je vous renvoie à la saison 1 et épisode 2 avec nos amis Hervé Bard et Emmanuel Maheu qui seront visibles sur le site encore en replay. Enfin, vous pourrez faire des ondes de choc, confectionner des attelles et pourquoi pas pour certains d'entre vous de la physiothérapie, telles les ondes courtes ou les ondes pulsées. Toujours dans ces plateaux techniques, je crois qu'il faut parler de l'exercice en clinique et là-dessus de plusieurs possibilités que nous allons partager en trois. Ça peut être uniquement des consultations avec hospitalisation éventuelle. Alors, soit en hospitalisation, vous prenez en charge totalement le patient, soit vous êtes simplement appelé pour des avis ponctuels. Ça peut être de la consultation avec un plateau technique personnel dans l'établissement, mais qui est à vous. Et puis, ça peut être également une utilisation ponctuelle du plateau technique de l'établissement, en particulier pour ce qui concerne la radiologie interventionnelle, voire la densitométrie. En préalable, je crois qu'il faut distinguer deux types de plateaux techniques. Les plateaux techniques à investissement lourd, c'est en gros tout ce qui concerne la radiologie, et puis les plateaux techniques plus conventionnels que vous a énumérés Christian auparavant. Alors ces plateaux techniques investissement lourds, ils sont difficiles à envisager seuls du fait de la complexité et de la montée des investissements. Il va falloir penser en entrepreneur parce que ce sont des charges importantes et on verra un petit peu plus tard quels sont les prix envisageables. Il y a un cahier des charges à remplir pour cette salle de radiologie. La radiocompétence peut maintenant s'externaliser. Vous n'êtes plus obligé d'être, outre des rhumatologues, des physiciens. La radioprotection des patients est passée à 7 ans. Là encore, vous avez plusieurs modes de remise à niveau, mais on pourra en rediscuter tout à l'heure. Quasi nécessité d'association de 2 voire plus de rhumatologues, mais certains d'entre vous n'hésitent pas, et nous avons des exemples, à le réaliser tout seul. Plusieurs
chose possible. Une formation en radiologie interventionnelle type DIU est souhaitable, sauf pour ceux qui seront passés dans ces fameux services qui sont responsables de cela. Ne pas oublier de bien se mettre en rapport avec l'assureur. La responsabilité civile professionnelle doit faire état de tous les actes que vous réalisez afin que vous en soyez bien couverts. Organisation réfléchie, parce que ce n'est pas simple de l'organiser et souvent, il est intéressant d'aller voir ce que font les autres. Et je pense que vous serez toujours très bien reçus par nos amis qui ont déjà de l'expérience sur ce genre d'organisation, qui se feront un plaisir de vous faire visiter leurs installations et de vous éviter bien des écueils. Faut-il ou non un manipulateur radio? Bien ça dépend comment vous voulez l'utiliser. Là encore, il y a des groupes où plusieurs intervenants réalisent de la radiologie interventionnelle ou diagnostique et qui se servent eux-mêmes de manipulateurs. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir un manipulateur sur place pour réaliser tout cela et consacrer davantage de temps à d'autres secteurs. Réflexion sur la forme des sociétés, SCM, CELARL, SCP, les SDF, les fameuses sociétés de fait. Alors, vous avez vu, comme l'a expliqué Christian Gareil, que c'était des investissements qui étaient importants, qu'il y allait souvent avoir intervention de plusieurs rhumatologues avec des salariés. Et donc, il faut effectivement réfléchir à la forme juridique qui est la plus appropriée dans le cadre de votre association éventuelle. Alors, je vous ai cité les CELARL, les sociétés d'exercice libéral, avec leurs inconvénients et leurs avantages. Ça peut être également des sociétés d'exercice libéral unipersonnelles. Et dernièrement, il existe même des CELASU qui sont assimilés à des salariés. Tout ceci, bien sûr, est un peu complexe et je ne peux que vous encourager à vous entourer de comptables, voire d'experts comptables qui, bien sûr, pourront vous aider. Toujours dans ces formes d'exercice de société, Christian, vous avez parlé TSDF. Là, je vous parle un peu de la société civile professionnelle, qui est un peu moins tendance qu'actuellement que les CEL, donc avec ses problèmes et ses inconvénients. Mais là encore, je crois qu'il faut bien réfléchir entre vous et puis vous faire aider par des personnes compétentes qui connaissent bien ces sociétés, qui connaissent en particulier bien ces sociétés médicales, dans le cadre d'un exercice médical. Outre la radio, bien sûr, la densitométrie, avec une particularité, puisque c'est le seul moment dans notre profession où nous pouvons associer à plein tarif un acte clinique, consultation ou APC, et un acte technique. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. À noter aussi que ça a été le début, la densitométrie, de l'association des rhumatologues entre eux dans un but bien précis. Et on a vu des centres d'ostéodensitométrie se monter en France. Ça existe encore. L'échographie, dans un but bien sûr diagnostique, mais également d'éco-guidage ou d'éco-repérage. Et pourquoi pas plutôt échographie plus infiltration. Ceux qui maîtrisent bien la CCM comprendront, et puis on pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard. De multiples formations existent sous différentes formes, réalisées par les constructeurs, réalisées sous forme de DIU. Donc là encore, une grande plasticité, une élasticité de cette formation est possible. L'électromyographie, il y a encore quelques années, les rhumatologues, en particulier sur certains territoires, s'étaient beaucoup investis dans cette technique. Peut-être un peu moins maintenant parce qu'on était un peu barré par les problèmes de formation qui, pour côté l'acte, sont obligatoires là-dessus. C'est dommage que la cotation est intéressante. Les neurologues nous acceptaient difficilement, mais actuellement, on a
la chance d'avoir au CHU de Nîmes des enseignants qui accueillent les rhumatologues et qui sont prêts à les former. Traction vertébrale. La traction vertébrale, simplement pour vous rappeler que c'est un acte médical, c'est-à-dire que lors d'une traction vertébrale, à un moment donné, il faut que votre patient voie le médecin. Ça peut être délégué éventuellement si vous avez des kinésithérapeutes salariés, mais c'est assez rare, mais ce n'est pas un acte qui peut être délégué, par exemple, à une secrétaire médicale. Il faut que votre patient, il vous ait vu au moins pour l'installation. Il y a une cotation CCM qui n'est pas inintéressante puisqu'elle est au-dessus de la consultation. En ce qui concerne les autres actes cités, le plasma riche en plaquettes et les ondes de choc, par contre, il n'y a pas d'acte CCM, donc c'est des actes hors nomenclature que vous pouvez tarifer comme vous le souhaitez. On ne pouvait pas passer sous silence la nouvelle idée du centre de rhumatologie, comme l'a réalisé très récemment notre ami le docteur Christophe Udry à Paris avec ses associés. Il s'agit d'un institut de rhumatologie. C'est une entité sur laquelle ils assurent des vacations avec la possibilité d'administrer des biothérapies auto-injectables, de faire des gestes sous échographie. Ils sont aidés par des infirmières qui viennent former les patients à l'auto-injection, mais qui également vont les questionner et remplir tous les questionnaires diagnostiques et d'évaluation que nous avons à notre service et dont nous avons besoin. C'est un temps qui est consacré aux patients par ces infirmières et qui détache le rhumatologue de cela. Donc, place à une équipe pluriprofessionnelle dans laquelle pourra prendre part l'assistant médical. Il faudra définir ce que l'assistant médical de rhumatologie pourra faire et devra faire. Voilà, donc nous en avons terminé avec ces plateaux techniques. Nous allons débriefer les auto-questionnaires qu'on vous avait donnés et puis répondre surtout à toutes vos questions. N'hésitez pas.